Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 17 septembre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, focus marché alors avec les bourses européennes qui ont terminé en légère hausse mercredi sur des écarts assez limités. Prudence avant les annonces de la Réserve fédérale américaine qui a quand même un peu tempéré, on va dire, l'optimisme des investisseurs. Les marchés ont par ailleurs pratiquement en fait ignoré la révision à la hausse des prévisions de l'OCDE pour l'économie mondiale, qui sont quand même plutôt encourageants. L'OCDE table désormais sur une contraction limitée à 4,5% cette année, avant un rebond de 5% en 2021. Donc des prévisions plutôt encourageantes et des perspectives économiques assez bonnes pour les prochains mois. La séance de ce jeudi, au-delà des réactions aux annonces de la Fed, sera animée entre autres par les décisions de la Banque d'Angleterre et par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux États-Unis à 14h30. Côté US, eh bien, Wall Street a terminé en ordre dispersé après les déclarations de la Banque centrale américaine promettant des taux bas pour longtemps, mais prévenant quand même d'un long chemin avant de retrouver le plein emploi. Et effectivement, le taux de chômage aux US est relativement élevé. On est quand même aux alentours de 8%. Alors certes, on est monté à plus de 15%, mais on vient quand même de 3,5%. Et donc, Jérôme Powell s'inquiète de voir une stabilisation du chômage et de ce fait, cela aurait un impact, encore une fois, sur la reprise économique aux États-Unis, surtout si le taux de chômage eh bien, se stabilise aux alentours de 6 ou 8%. Donc, cela, pareil, devrait freiner la reprise à venir. Le président de la Fed a quand même botté en touche, puisqu'il a affirmé qu'une nouvelle aide financière aux ménages et aux entreprises américaines serait probablement nécessaire pour permettre à l'économie de se relever de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Donc très clairement, là, Powell a envoyé un signal au Sénat en leur disant de se bouger un peu pour qu'ils se mettent d'accord, comme vous le savez, entre les républicains et les démocrates sur un nouveau plan d'aide visant à aider les ménages américains, notamment ceux qui sont un peu, on va dire, ric-rac pour payer leur loyer, sachant que pas mal de locataires américains se retrouvent ou risquent de se retrouver aussi dans l'incapacité de rembourser les mensualités de leur loyer. Et si cela devait perdurer trop longtemps, derrière, il y a un risque de voir des expulsions et donc des personnes qui se font expulser de chez eux provoqueraient en tout cas le même séisme qu'en 2008. Enfin, dans son communiqué, la Fed a clairement promis une politique monétaire accommodante jusqu'à que l'inflation dépasse modérément, on va dire, les 2% pendant quelques temps. Donc là-dessus, sans grande surprise, la Fed, comme elle l'avait dit via son whatever it takes, donc quoi qu'il en coûte, euh, va continuer de soutenir les marchés via une politique monétaire ultra accommodante. Elle a quand même déjà injecté plus de 3 000 milliards. Donc, s'il faut rajouter encore une centaine de milliards pour soutenir l'économie, elle n'hésitera pas à le faire. Donc là-dessus, sans surprise, tant qu'on n'aura pas une reprise forte et un chômage qui diminuerait fortement, on peut s'attendre à ce que la planche à billets tourne encore un bon bout de temps. Côté graphique, justement, comme je vous le disais, l'OCDE relève ses prévisions. Donc, on avait des prévisions plutôt pessimistes, plutôt encourageantes, notamment pour les États-Unis, la Chine surtout, où au mois de juin, on était quand même sur une contraction à un peu plus de 2%. Et là, c'est le contraire, on serait quasiment à plus de 2%, en zone euro aussi.
on a des meilleures prévisions dans les pays développés, j'ai envie de dire, en zone euro, États-Unis, Royaume-Uni, États-Unis. Par contre, dans les autres pays, en Inde, au Mexique et en Amérique du Sud, là, c'est quand même, on est sur des grosses révisions à la baisse, hein, surtout en Inde, où le pays est très fortement impacté par la crise du coronavirus. Mais encore une fois, on constate que dans les pays les plus développés, eh bien, on récupère mieux de la crise, alors que dans les pays un peu émergents, eh bien, là, ça se complique, et surtout pour l'Inde, ou même en Afrique du Sud, où là, on passe quasiment de presque -7 à quasiment -12%. L'OCDE prévient en disant que les économies ont encore besoin de beaucoup de soutien. Donc, très clairement, c'est ce qu'a affirmé Powell hier en disant qu'il allait encore soutenir l'économie. De toute façon, il n'a pas le choix. Il a vendu au marché un QE illimité. Donc, ce sera pareil pour la Banque Centrale Européenne, ce sera pareil pour la Bank of Japan. Donc, pour l'instant, comme vous l'avez remarqué, très clairement, les banquiers centraux ont fait all-in. Ils n'ont pas trouvé d'autre solution que d'injecter massivement des liquidités sans savoir les conséquences à long terme. Mais pour l'instant, ça tient. Et donc, ils vont continuer à le faire tant que l'économie n'aura pas retrouvé le chemin de la reprise avec une expansion, on va dire, plutôt qu'une contraction du PIB. Mais le défi consiste surtout à soutenir les entreprises, essentiellement les entreprises qui créent de la valeur, les entreprises qui créent de la croissance. Et la crainte avec ces liquidités, c'est de ne pas créer des entreprises zombies, comme ça peut être le cas aux États-Unis, où on a eu de la spéculation à outrance, surtout avec les traders Robinhood, qui se sont amusés à spéculer un peu sur ces entreprises zombies, à savoir, je pense, à la société de location Hertz. Donc derrière, c'est cette crainte-là aussi qu'on a avec les liquidités, c'est qu'il faut soutenir les entreprises qui créent de la valeur, très clairement, sans créer en parallèle des entreprises zombies eh bien, qui nuisent tout simplement aux économies. Ici, un autre indicateur qui est pertinent, justement, je trouve, qui permet de prendre la température sur cette fameuse récupération en forme de V-bottom de l'économie, ce sont tout simplement les immatriculations de voitures dans l'UE. Alors, elles ont chuté en août dans presque tous les pays. On constate aussi qu'en 2008, durant la crise des subprimes, on avait cet indicateur qui permet justement de savoir un peu où on se situe, si on est un peu dans une forme de récession ou au contraire de croissance. On avait eu exactement ce même choc ici en 2008. Bon, ici, on a eu un choc assez violent étant donné les circonstances, à savoir un lockdown complet de tous les pays, donc il n'y a pas eu d'immatriculation de voitures. Derrière, suite au déconfinement, eh bien, le marché a repris des couleurs. Les immatriculations de voitures neuves n'ont baissé que de 5,7% par rapport à l'année précédente en juillet. Et par contre, elles se sont, en août, elles se sont quand même effondrées de 19%. Donc là, par contre, on a eu un chiffre qui, au contraire, n'est pas porteur pour la suite. Donc, encore une fois, on a des indicateurs économiques assez mitigés, des investisseurs qui sont toujours dans de l'espoir, qui sont drivés par l'optimisme, surtout celui d'un vaccin. Si on regarde les indicateurs, certains ont des voyants plutôt verts et d'autres, on a une reprise effectivement, mais là on constate que la chute en tout cas de quasiment 19% par rapport à l'année précédente montre encore une fois que la reprise est lente et surtout qu'elle est fragile. Donc encore une fois, comme je vous l'expliquais hier, il y a des événements, des phénomènes qu'on peut mesurer à très court terme et d'autres éléments via d'autres indicateurs qui vont permettre de mesurer cette reprise, mais sur du long terme. Et pour ça, je vous expliquais hier que certains anticipaient déjà que la récession était terminée, mais on remarque qu'en prenant en compte d'autres indicateurs macro, eh bien, il va falloir laisser du temps au temps pour véritablement constater une reprise
qui est en place, mais savoir si cette reprise a du punch, j'ai envie de dire, ou au contraire, elle va être fragile. Et dans ce cas-là, ça risque de coincer sur les perspectives économiques à venir. Côté graphique, eh bien, on va s'intéresser au CAC 40. Alors, suite aux propos de Jérôme Powell hier, les bourses US ont quand même cédé une bonne partie de leurs gains. De ce fait, l'effet ricochet a été un gap baissier ce matin à l'ouverture. Pas grand-chose à dire, encore une fois, sur le CAC 40, malheureusement. Éventuellement, on avait ce biseau H1 hier. On est sorti par le bas, un pullback agressif, et boum, ça a lâché à l'ouverture. Bon, si je mesure l'objectif théorique de ce biseau, l'objectif a été atteint. Donc ça, c'est en données vraiment pour les traders intraday, pour les scalpers. Il y avait une petite opportunité hier, mais depuis ce matin, on tente tout simplement pour l'instant d'aller refermer le gap et on est repassé sous la fameuse résistance des 5050 points. À moyen court terme, j'ai l'impression qu'on est dans une phase un peu d'inception, j'ai envie de dire, sur le CAC 40, puisqu'on a un triangle à l'intérieur d'un triangle. Effectivement, on pourrait matérialiser la récente évolution des prix à travers ce triangle descendant. En traçant cet oblique, on se rend compte que les prix sont venus prendre appui sur la MM50 et le bas de cet oblique, et ça forme aussi un triangle. Pour l'instant, véritablement à très court terme, on n'a pas beaucoup de visibilité. Pour ma part, je suis plutôt dans une stratégie, je dirais, vendeuse à l'approche de cette fameuse MM200 et de l'oblique baissière du triangle. Et pour l'instant, à chaque fois, on remarque que cela fonctionne plutôt bien. En tout cas, on a une réaction des vendeurs proche de cette zone, 5050, 5500. On a vraiment un gros niveau technique, mais ils ne parviennent pas à prendre l'ascendant psychologique. Très clairement, on sent qu'on a une force, ça part, mais que sur quelques points. On n'a pas un vrai mouvement swing. On a aussi des acheteurs qui sont encore présents, mais on est tout simplement dans une phase d'hésitation du marché. Les propos de Powell, pour l'instant, n'ont pas permis, en tout cas, aux bourses d'évoluer dans une direction claire. On a fait un gap, on est juste venu le combler, donc on se retrouve quasiment à l'équilibre. Et tant qu'on n'enfonce pas cet oblique et cette MM200, eh bien, toujours ce sentiment d'indécision de la part du marché, de range et de triangle ascendant. Seule une incursion sous ce niveau permettrait, je pense, d'aller chercher au moins la borne basse de notre triangle. Mais à court terme, le marché est toujours dans une phase léthargique, malheureusement. Le DAX, c'est exactement la même chose. Borne haute de ce range sur toute cette résistance à 13 003 qui fait bien le job. Pareil, ça a lâché ce matin, les acheteurs se montrent présents, on est venu combler le gap, mais bon, pas grand chose à faire. Pour ma part, les niveaux que je surveille essentiellement n'ont pas changé. Ce sont les 12 980 couplés à la borne basse de ce biseau, ainsi qu'à la moyenne mobile 5 ans. Donc là, pour moi, c'est une grosse zone technique. Encore une fois, une rupture de cette zone permettrait d'aller chercher les niveaux de support. Dans le cas contraire, si les acheteurs réussissent enfin à reprendre du poil de la bête et à franchir le niveau de 13 003, pourquoi pas aller chercher un petit trade de 200 points pour venir combler le gap ici de rupture qui a été comblé que partiellement. Comme vous le savez, les prix sont attirés par les trous de cotation. Donc, si jamais on a un petit excès haussier, voilà, on a un niveau technique précis, à savoir le comblement du gap. Pour l'instant, vous remarquerez quand même que depuis le 21 août, il se passe quand même pas grand-chose. C'est pas évident d'avoir des beaux mouvements swing, je trouve. On est vraiment dans de l'intraday, donc essayer de descendre sur des unités de temps très courtes pour essayer de prendre quelques points au marché. Le Dow Jones, par contre, lui, m'intéresse toujours.
On a la meilleure stratégie pour moi sur cet indice qui me semble aussi clair que très clair tout simplement. Toujours dans le range, très important de ne pas anticiper. Vous voyez qu'ici, on est venu chercher la Kijun hier. C'était bien parti à 20h30. On est allé chercher la Kijun pour la casser et derrière, finalement, dégringolade, le marché cède tous ses gains. On prenait quasiment 1,20. Au final, vous voyez qu'on a clôturé presque à l'équilibre. Donc, toujours dans le range, encore une fois. On aurait pu avoir un signal technique haussier en cas de cassure de ce niveau. Échec, limite avec un chandelier de retournement, je trouve, un peu ce doji pierre tombale. Si on affine en données 4 heures, là, c'est vraiment l'unité de temps parfaite, je trouve, pour affiner le plan. Pareil, échec sur Kijun 4 heures, avec quasiment avalement sur la borne haute du range. Et donc, seule la cassure de ce range donnera le point de départ du prochain mouvement directionnel. Et si on regarde les futurs, voilà, au retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur durant la nuit. Ce matin, ça reprend un peu des couleurs. Mais encore une fois, stratégie de ping-pong, hein, essayer de noter les chandeliers de retournement qu'on peut avoir. Là, pour le moment, il n'y a absolument rien à faire. Le marché a trop rebondi. Mais à l'approche de la borne basse, si on a un chandelier de retournement, eh bien, chercher à faire du ping-pong. Sinon, pour les autres, eh bien, il faut se montrer encore patient et attendre la cassure d'une des deux bornes afin de se positionner pour accompagner le momentum à venir. L'euro-dollar. L'euro-dollar qui a cédé du terrain aussi, mais les supports tiennent. Voilà, le fameux support des 1,1745, superbe réaction des prix sur MM50, pour le moment ça tient. Toujours dans cette phase de consolidation un peu ovale. Pas grand-chose à dire aussi, je trouve, sur l'euro-dollar. Finalement, on a un peu corrigé ce matin pareil, puis ça tient. C'est le pivot. On est sur le pivot et le pivot tient. C'est le pivot pouvant déclencher un signal swing. C'est les 1,1745. On est venu les chercher. Donc, borne basse du range en soi. Mais ça tient. Et tant que ça tient, eh bien, pas de signal de vente sur l'euro-dollar. On est véritablement dans un range assez larvé. Mais que dire si ce n'est d'attendre, encore une fois, les niveaux clés. Soit une incursion sous les 1,1745 en clôture daily sous MM50 pour aller chercher le pullback sur cette fameuse oblique, là de très long terme. Donc là, pullback. D'un côté, on a quand même Tenkan Kijun qui sont assez éloignés, donc qui montrent qu'on pourrait avoir une anomalie de tendance. Elles sont plus larges que le nuage en plus, donc on pourrait assister à une anomalie de tendance, donc venir chercher ici les 1,1590 pour que Kijun remonte avant éventuellement de repartir. Mais pour le moment, le marché hésite. Et on a beaucoup, je trouve, de chandeliers hebdomadaires d'hésitation, mais pas de signal. Hein. On n'est pas trop sur des chandeliers on n'est pas vraiment sur des chandeliers de continuation de tendance. On remarque quand même qu'on est plutôt sur des chandeliers d'hésitation. Donc on est vraiment dans une phase d'indécision assez profonde de la part des opérateurs. Et encore une fois, pour moi, c'est un marché assez piégeux, je trouve, ce range, d'où mon invitation à attendre la cassure des niveaux clés, 1,1745 pour les vendeurs, 1,1950, 60 pour les acheteurs, afin de viser 1,2040, puis 1,2180. USD Yen, on en parlait justement dans les stratégies bourse avec ce triangle mardi qui donnait le signal justement sur clôture de bougie. Donc on a eu un petit triangle ici de consolidation sorti par le bas. Eh bien les vendeurs reprennent la main, j'ai envie de dire, suite à cette consolidation. Pour le moment, on est sur support. Objectif théorique un peu plus bas à 103,82. Ce niveau technique ne correspond pas à grand-chose, je trouve. Autant là, on est vraiment sur un support clé. La mèche qu'on est venu taper ici et la clôture qu'on a fait, donc 104,6
c'est un gros niveau de support. On peut commencer à mettre son stop à break-even, histoire de ne pas redonner tous ses gains si durement gagnés au marché. Et encore une fois, par contre, si le support lâche, là, on pourrait avoir véritablement une accélération. Et je pense qu'on pourrait même replonger un peu plus loin. Ça pourrait aller un peu plus chercher les 102,65. On a une belle zone de support ici à 102,65 à peu près. 102,65, 102,90, c'est une zone. On est en train de faire une belle bougie flux et impulsive en hebdomadaire. Pour le moment, il n'y a pas trop de mèches. Et donc, selon moi, voilà, on est sur un beau niveau de support ici. Si les vendeurs enfoncent le clou, un, l'objectif théorique, mais deux, la dégringolade pourrait être un peu plus profonde. Voilà, en données 4 heures pour l'instant, très clairement, on peut s'attendre à une phase de stabilisation. Le marché commence à rentrer quand même dans une zone de survente et ça pourrait se stabiliser le temps de dégonfler l'indicateur et avant de repartir dans le sens de la tendance. Mais là, actuellement, on est à l'approche d'un support et en cas de cassure, comme je vous le disais, eh bien, mettre son stop à break-even et se laisser porter par la tendance baissière actuelle. Les matières premières maintenant, avec le gold, qui décidément est capricieux, on va dire. Les métaux précieux sont capricieux, je trouve. Ça a du mal à partir. J'ai tracé un nouveau triangle en me disant peut-être qu'on a un triangle symétrique. On verra mieux comme ça, en zoomant un peu plus. Voilà, en prenant les deux points bas ici, je me dis que peut-être si on a une sortie, mais cette sortie ne se fait pas sur une bougie flux, donc ça c'est dommage. Là on fait le pullback, éventuellement sur notre oblique, on est en train de faire le pullback, et même 50 en soutien. On se trouve à la croisée des chemins, et d'un côté on a un peu un range ici, triangle. C'est un peu un champ de bataille, on va dire, faut dire ce qui est. Un marché capricieux, un marché qui a du mal à trouver une nouvelle dynamique, mais ça reste haussier pour l'instant. Donc, pas de raison d'être baissier. Les supports sont présents. On est peut-être sorti un peu de ce canal. Bon, je considère qu'on fait une sortie de canal haussier, mais par une phase de latéralisation, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. La dynamique haussière est toujours en place, mais on a du mal. On a vraiment du mal à reprendre de la hauteur et très clairement, on a peut-être eu un signal technique ici avec cette sortie de triangle, mais c'est mou, c'est vraiment très mou. Derrière, ce serait de sortir de ce range, tout simplement. Repasser au-dessus des 1980, belle bougie flux au-dessus de 1980, là, on aurait véritablement un signal technique nous invitant très clairement à un redémarrage haussier en direction des 2070, puis la borne haute. Et pour l'instant, on hésite, mais je ne peux pas être baissier sur le gold puisque la tendance est très clairement haussière, les niveaux de support tiennent. Et donc pour moi, tant qu'on ne repasse pas sous 1910, eh bien la neutralité prévaut en dynamique secondaire, mais la tendance primaire, elle, reste à la hausse. Et en données 4 heures, pareil, bon, petit double top ici qui a été validé, bon, on a atteint l'objectif théorique. Mais on est dans un marché encore une fois où il ne se passe pas grand-chose. On a des belles figures chartistes, mais ça manque de carburant, ça manque de peps, ça manque de volume. Et tant qu'on n'aura pas tous ces éléments réunis, difficile, je trouve, d'avoir une nouvelle jambe de hausse, même si à l'heure actuelle, tous les fondamentaux plaident pour une poursuite de la hausse des métaux précieux à moyen long terme. Le pétrole maintenant avec le Brent. Alors, donc le marché pétrolier qui reprend un peu de hauteur. Où est-ce que j'ai mis mon graphique? Donc le marché pétrolier, décidément, ça ne veut pas, qui reprend, comme je vous le disais, un peu de hauteur.
On a quand même pris 4%, je crois, hier sur la session, durant la séance. Encore une fois, porté par les espoirs de l'ouragan Sally qui vient frapper les côtes américaines. Donc le marché pétrolier reste en forte hausse, soutenu à la fois par l'arrivée de l'ouragan Sally et par l'annonce aussi d'une baisse des stocks de brut qu'on a eu aux États-Unis, puisque les réserves de brut américaines ont diminué de quasiment 4,4 millions de barils la semaine dernière, selon les chiffres de l'Energy Information Administration, alors que le consensus Reuters, lui, tablait sur une hausse de 1,3 million de barils. Donc, ces éléments, la baisse des stocks, plus l'ouragan Sally qui devrait frapper les côtes américaines, eh bien, ont quand même dopé le pétrole à court terme. Et effectivement, élément technique intéressant, c'était cette divergence haussière. Je ne l'avais pas remarqué sur mon graphique. Et effectivement, on avait une légère divergence haussière. Je n'avais pas vu ce deuxième creux vraiment sous la zone des 30, donc toute petite. Mais en partie, eh bien, ça a permis un rebond. En tout cas, ça plaidait aussi pour un rebond technique. On était quand même sur un retracement de 50%. Donc, pas besoin de mettre le retracement de 50%. C'est le plat de la Kijun, pour rappel. Celles et ceux qui débutent avec l'Ishimoku, le plat Kijun représente les 50% du dernier retracement du dernier retracement de la dernière vague de baisse. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher le plat Kijun. Voilà le point sur le pétrole. Peut-être que certains d'entre vous avaient vu cette divergence. Effectivement, en données 4 heures, on avait cette divergence et ce double bottom qui a plutôt bien fonctionné. Donc, objectif du double bottom atteint. Objectif au niveau des 50%, d'aller chercher les 50% du retracement de la dernière vague de baisse. Et puis ici, on fera le point. Pour ma part, j'étais plutôt baissier. Je trouvais que le pétrole était cher, que étant donné les prévisions assez alarmantes de l'OPEP, j'estimais qu'on pouvait aller chercher les 37,3. Et je trouve que ce rebond est un peu porté sur de l'optimisme à très court terme. Mais encore une fois, le marché a toujours raison et cela a permis de faire rebondir les cours. Donc, j'attends le niveau des 50 et peut-être que potentiellement on aura une divergence baissière. Si on va chercher le niveau ici, on pourrait sûrement former une divergence baissière. Donc, à surveiller. On fera le point demain sur le pétrole. Le light, c'est la même chose. Sortie de triangle, objectif des 50 atteint. Donc plutôt neutre. Et on va tester une nouvelle fois. Là on est sur Kijun, on est sur MM200. Bon, je me montre quand même prudent sur le pétrole. Hein. Je considère toujours que la hausse reste limitée. Est-ce que c'est un rebond de 50% avant de repartir ou est-ce qu'on s'est fait peur et finalement on se dit que les prévisions et que le choc de la demande n'est pas si important et qu'on va quand même continuer à progresser? Je trouve que la hausse reste tout de même limitée sur le pétrole et que je ne serais pas étonné qu'on fasse un deuxième échec si ça pousse vraiment vers le niveau des 42. Encore une fois. Donc sur le marché pétrolier, je suis un peu mitigé, on va dire, sur cette hausse en tout cas. Autant sur la baisse, les éléments fondamentaux étaient au rendez-vous, autant sur la hausse, c'est du très court terme, je trouve. Alors certes, on a une bonne diminution des stocks de pétrole, mais la base de cette hausse, c'était uniquement l'ouragan Sally. Donc ça, c'est que du très court terme.
Donc à long terme, par contre, la hausse est vraiment limitée sur le pétrole. Mais pour l'instant, eh bien, les acheteurs gardent la main, 50, peut-être qu'on peut aller chercher les niveaux des 61,8 et éventuellement former une divergence si on va chercher ce niveau, pareil que sur le Brent qui a un peu plus de retard, on est juste en dessous. De ce fait, il n'y a pas vraiment de plan de trading à mettre en place tout de suite sur le secteur pétrolier. Enfin, le Bitcoin. On a du mal à franchir les 10 009. Ça cale, c'était bien parti hier, puis on a fait la clôture sous le niveau des 10 009. Pile poil sur Kijun. Donc pareil, est-ce que c'est un rebond technique avant de repartir? C'est le pivot à franchir. Voilà, je ne peux rien dire de plus sur la crypto. Pour ma part, je suis neutre, haussier, puisque la tendance est haussière à long terme. Mais à court terme, pour vraiment reprendre de la hauteur, il va falloir que le marché passe au-dessus des 10 009. Voilà, c'est le niveau clé à franchir, c'est le pivot de la semaine. 10 009 pour confirmer que ce n'est pas simplement un rebond technique et que le marché en a encore sous le coude pour aller chercher 12 000, reconquérir les 12 000 et puis là, déclencher véritablement une nouvelle jambe de hausse. Mais tant qu'on est maintenu en échec, compliqué de reprendre des couleurs pour le BTC. Pour ma part, pas de chandelier de retournement pour l'instant. Si j'affine en données 4 heures, on est sur des plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts. Pas de chandelier en 4 heures véritablement de retournement, je trouve. Ça se stabilise. Donc il est encore trop tôt pour affirmer vraiment dans quel scénario va partir le marché. Pour moi, il faut surveiller la cassure de ce niveau. C'est ce niveau-là qui permettra de donner un nouveau souffle au marché, ou au contraire, en cas d'échec, eh bien, ce serait retour sur la Kijun, puis la M50. Et pourquoi pas revenir sur la zone de support. Mais objectif du triangle atteint, objectif de la divergence atteint, donc je vais les supprimer. Ici, et donc qui vivra verra, j'ai envie de dire. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal sur le BTC. On a un beau redémarrage, mais il ne faut pas que le marché s'essouffle tout de suite. Sinon, eh bien, les vendeurs pourraient très rapidement se manifester et faire retomber un peu cette belle dynamique qu'on avait à court terme. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve donc demain pour faire un nouveau point sur les marchés.